Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc du Salon de l'Agriculture dans le cadre d'une émission Quel modèle pour le partage de la valeur en agrivoltaïsme. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Guyon. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes secrétaire adjoint à la Chambre d'agriculture de la Nièvre. À ma droite, Anthony Haddad, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur général donc d'Enoé. Et juste à côté de moi, Olivier Dauger, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu référent climat, énergie, carbone à la FNSEA. Voilà. Alors, on va démarrer peut-être par la PPL. On en parle beaucoup aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. On s'était mis d'accord, je pensais, moi en tant que journaliste, je pensais qu'on avait discuté pendant des mois et des années pour avoir une loi sur l'accélération des énergies renouvelables, pour avoir la transcription au niveau de l'agriculture, qu'on avait trouvé des accords communs. Et là, il y a une PPL qui vient de sortir, un projet de loi. Oui, vous avez tout à fait raison. La loi APER, ça a été une longue discussion sur l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme n'existait pas dans la première loi APER. C'est les sénateurs à l'époque qui avaient fait une PPL pour dire que si on touche aux terres agricoles pour faire de l'énergie, il faut impérativement le faire sans suppression de la production alimentaire. Donc il faut inventer quoi inventer. Il y avait déjà une certaine technologie autour, donc ce n'est pas une invention, mais il faut que sur ces terres agricoles, on soit véritablement dans un projet agricole avec une production énergétique dessus. Donc la loi a été faite, il y a un esprit de la loi qui disait justement ce lien très fort et le contrôle serait fait sur la production alimentaire. Il y a l'esprit de la loi aussi de territorialiser les décisions et le rôle des chambres d'agriculture par département, d'avoir une charte de choix, de type de projet, de taille de projet, parce que ça dépend de l'ensoleillement, ça dépend du sol, ça dépend du type de culture, ça dépend de plein d'éléments différents. Donc le choix ne sera pas le même dans un département du sud, du nord et de l'ouest. Donc ça, c'était l'esprit de la loi APER. Aujourd'hui, on a une loi qui arrive plus par peur de dérapage qu'autre chose, alors que la loi APER, les décrets sont sortis, la note d'instruction vient de sortir, que tous les dossiers qui passent encore aujourd'hui au niveau des préfets sont souvent des dossiers avant la loi, donc qui n'étaient pas concernés par la loi. Et la loi n'a même pas démarré, qu'il y a une volonté de restreindre et de durcir beaucoup les choses, alors sur la taille des projets bien sûr, mais aussi sur la redistribution, ce qu'on appelle le partage de la valeur, avec une volonté de rediriger l'argent vers les collectivités et pas vers des projets agricoles, ce qui était l'esprit de la loi APER. C'est-à-dire que tout l'argent qui a été généré par ces projets devait revenir bien sûr à l'exploitant, à son propriétaire s'il y en a, et à des projets territoriaux agricoles, des projets dans le territoire, éventuellement s'il y a une volonté de partage et si entre développeurs, chambres d'agriculture et profession, on trouve le système. Et là, en fait, on quitte complètement cet état d'esprit de la loi APER. Donc je crois comprendre qu'elle ne vous convient pas. Non. Non, elle ne me convient pas. Je pense que c'est une filière nouvelle qui doit apprendre avec des technologies nouvelles. Il y a besoin de recul. Donc si on commence à freiner, à redémarrer, on ne facilite pas le développement de cette filière qui est très vertueuse vis-à-vis des agriculteurs, sans doute très vertueuse par rapport à la production d'électrons avec des prix qui rentreront dans le prix du marché énergétique. Donc c'est vraiment des nouvelles filières de territoire qui apporteront beaucoup d'éléments positifs. Donc pourquoi vouloir rechanger les règles et durcir les règles? Il faut laisser aussi les gens sur le terrain décider un petit peu, laisser les technologies se mettre en place, démontrer qu'elles peuvent le faire et arrêter de tout vouloir commander de Paris comme c'est la volonté aujourd'hui. Même si c'est un parlementaire de la Vienne qui est à l'origine. Oui, mais c'est un parlementaire de la Vienne qui a chez lui, c'est vrai, des projets sans doute assez alibi, c'est-à-dire des très gros projets. Voilà. Bon, je ne vais pas faire de syndicalisme. La Vienne, c'est la coordination rurale, qui a une vision, quelquefois, chez certains, justement, de gros projets. Donc voilà, il a ça devant chez lui. Donc lui, il dit, mais Olivier, ça dérape, que la loi n'est pas assez stricte, ainsi de suite. Mais la loi, elle commence à s'appliquer maintenant. Donc je pense qu'il faut gérer ces sujets-là par la loi APER. Il y a tous les éléments. La note d'instruction qui est parue la semaine dernière apporte tous les éléments qui permettent à l'État de contrôler éventuellement de mettre des amendes. Il y a tous les précisions techniques, réglementaires sont très claires. Appliquons, avant de vouloir rajouter des couches et des couches et des couches, qui, si elles arrivent, notamment sur la taille des projets, les propositions qui sont faites ne sont pas des propositions en termes de business model qui tiennent la route. Donc on risque d'avoir, et encore moins en termes de partage de valeur, parce que si vous ne gagnez pas d'argent, c'est compliqué d'en partager. Donc voilà, arrêtons de recharger la barque, appliquons bien les choses, laissons le terrain l'appliquer, avec toujours en tête quand même, c'est important, aussi bien pour le monde agricole que pour le monde énergétique, de garder cet esprit qu'on est capable de garder la production alimentaire tout en faisant autre chose. C'est le principe même, et je m'occupe un peu du sujet depuis un certain temps. L'agriculture a toujours produit de l'énergie dans son histoire.
C'est pas nouveau, c'est pas un retour. Il y a eu 300 ans de parenthèse, mais c'est voilà, au XVIIIe siècle, 25% du territoire était à destination de l'énergie, du chauffage, et ainsi de suite. Donc on ne va pas refaire 25% du territoire. On est capable de le refaire sans s'empiéter sur la production alimentaire. Donc faisons-le intelligemment, mais surtout arrêtons de cataloguer, de dire qu'il va y avoir des rapages et compagnie. Arrêtons de rajouter, c'est compliqué. Dans les autres pays, c'est beaucoup plus fluide, même si la volonté est la même. Et si la France a un peu de retard aujourd'hui sur les ENR, c'est à force d'avoir des choses comme ça qui n'arrêtent pas de mettre des cailloux dans les chaussures. Alors, Olivier, il faut bien rappeler que ce n'est qu'un projet de loi, donc ce n'est pas une loi qui a été votée, c'est juste un projet de loi. Vous avez parlé de la valeur ajoutée, mais justement, on va en parler avec vous, Didier. Quelle est votre vision du partage de la valeur aujourd'hui générée sur l'agrivoltaïsme? Oui, alors nous, dans la Nièvre, on s'y est pris il y a 6 ans. On avait vu arriver des développeurs qui venaient à la porte de la Chambre en disant on vient à l'époque poser des panneaux dans les terres agricoles. On ne parlait pas d'agrivoltaïsme à l'époque. Donc nous, l'idée, c'est qu'en été, avec le bureau qui se met ça en place, c'était de dire, voilà, vu les sommes qui étaient données aux propriétaires, c'est de dire, voilà, le développeur va essayer d'en donner un petit peu moins et nous, on va mettre une partie de l'argent, qui est en l'occurrence 1 500 €, dans un fonds. Au départ, on appelait ça un fonds. Voilà, et on est parti sur cette idée, on a fait pas mal de commissions, ça a été validé, donc on a fait une charte, une doctrine qui a été validée en session de chambre en février 2021, et voilà, ça fonctionne comme ça. Alors après, on a eu un allié de poids chez nous, c'était l'État, parce que l'État était bien content de voir une chambre d'agriculture qui se prenait en main pour essayer de récupérer, de travailler sur ce dossier. Donc c'est même lui qui nous a proposé de faire le GUFA, je pense que c'est voilà. Et GUFA, ça signifie? Alors GUFA, c'est le groupement d'utilisation des fonds agricoles. Donc voilà, c'était cette fameuse caisse dans laquelle on voulait mettre cet argent. Et l'idée en été, c'est de la répartir, nous, complètement sur le territoire. On avait fait une découpe au niveau des Comcom dans le département, puisqu'il y en a 13, et de mettre grosso modo, je vais faire simple, c'était à peu près autour de 200 hectares par Comcom, alimenté par les développeurs, et de permettre à cet argent de retourner sur le territoire, sur des formes agricoles et des projets collectifs. Donc ça a été l'idée du départ. Bon, ça s'est amené à évoluer, hein. Forcément, ça va évoluer. Mais l'idée, qu'on en ait fait ça il y a 6 ans, quand on voit ce qui s'est passé depuis 6 ans, on s'est dit finalement, on avait bien vu à peu près la chose, puisque, en gros, la loi qui est en train de se mettre en place va peu ou prou dans le sens de ce qu'on avait à peu près fait, quoi. Donc voilà, même si c'est pas parfait, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Alors après, on a travaillé beaucoup avec les collectivités, puisqu'on s'est trouvé sur la Nièvre, avec le SCOT du Grand Nevers, où il y avait quand même 130 communes, du fait de leurs règles, ne pouvaient pas accueillir des panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles. Donc avec le président de l'Aglo de Nevers, on a travaillé là-dessus, on a fait modifier cette charte, ce qui a permis aussi de nous faire connaître et de parler d'agrivoltaïsme, parce qu'entre-temps le terme est arrivé, à des élus, maires, conseillers municipaux, adjoints, qui ne connaissaient pas forcément le sujet. Donc ça nous a permis aussi de travailler là-dessus et de faire comprendre et de faire connaître ce qu'on faisait. Voilà. Anthony, quelle est la politique d'Enoé en matière d'outils de partage de la valeur? Alors, tout d'abord, je suis complètement aligné avec ce qui vient d'être dit par donc Olivier et la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Aujourd'hui, en fait, le partage de la valeur, il doit... Déjà, il faudrait savoir de quelle valeur on parle. Aujourd'hui, la loi APER, elle a, pour synthétiser ses enjeux, elle a quelques enjeux principaux. C'est le bénéfice de l'activité agricole, éviter donc la spéculation des terres agricoles avec l'encadrement des loyers, permettre un prix du kilowattheure compétitif et aussi faire en sorte que la faisabilité technico-économique des projets soit réaliste. Donc c'est vrai, quand on parle sur le projet de loi, de projets de taille intermédiaire ou de petite taille, on n'a pas comme dans l'équation notamment les enjeux de raccordement au réseau qui sont aujourd'hui un enjeu prioritaire et pour laquelle les petits projets, des projets de taille intermédiaire sont très complexes à raccorder d'un point de vue économique. Et donc tout ça avec la nécessité d'une forte acceptabilité locale au sein du territoire, parce que ce sont des projets dont le cycle de développement sont sur 3, 4, 5, 6, voire des fois 7 ans. Donc ce sont des projets où en fait l'acceptabilité est primordiale. Et donc tous ces enjeux imbriqués, à travers tous ces enjeux, il faut effectivement intégrer le partage de la valeur. Donc si on fait un cadre législatif trop strict et trop encadré,
on ne pourra pas s'adapter à chaque territoire et chaque territoire a ses besoins, a ses propres besoins, ses propres problématiques. Et donc nous, en tant que producteurs d'énergie, en fait, nous faisons des projets de territoire. Donc on doit être en concertation permanente avec eux et adapter notre outil, donc notre outil technique et aussi notre outil économique à travers divers outils sur le partage de la valeur. Donc comme en attendant effectivement au début d'Ennoé en 2021, nous on a créé le fonds de dotation Ennoé Territoire qui en fait de la même manière que dans le département de la Nièvre, il n'y avait pas d'outils, on s'est dit il faut quand même embarquer le territoire avec nous et donc l'embarquer, donc l'intéresser et redistribuer une certaine partie de la valeur au sein du territoire. Donc on a créé Ennoé Territoire avec un abondement de 5 000 € du mégawattheure, du mégawatt-crête, pardon, sur les installations qui après sert et qui ruisselle au sein du territoire. Et aujourd'hui, on a une palette d'outils assez diversifiée pour susciter et créer du partage de la valeur. Ça peut passer par le financement participatif. Et donc là, du coup, on sort et on permet de faire intéresser tous les administrés avec donc des taux d'intérêt bonifiés et qui puissent investir sur ces projets. Ça peut être par le biais d'autoconsommation collective avec des tarifs bonifiés. Ça peut être aussi à travers de la gouvernance partagée, à travers de la prise de participation dans les sociétés de projet. Donc en fait, aujourd'hui, on a finalement toute une palette d'outils. Et en fait, en fonction des problématiques et des sensibilités de chaque territoire, on va adapter l'outil et finalement faire de la haute couture en ce qui concerne le partage de la valeur. Donc il ne faut surtout pas enfermer ce principe autour de quelques éléments simples et restrictifs qui seraient finalement dogmatiques et qui ne permettraient de ne pas s'appliquer sur le terrain. Ça veut dire que du nord au sud, selon les territoires, ça peut être différent. Donc, il faut garder une subsidiarité à la réflexion sur le partage. Et vous dites, c'est quoi? C'est le département qui est la bonne... Ouais, tout à fait. Le bon niveau, la bonne échelle? Ouais, tout à fait. L'échelle départementale permet vraiment une connaissance du territoire. Ce sont donc les élus de chaque département qui puissent connaître les problématiques et les sensibilités. Et donc, c'est avec eux qu'on peut effectivement faire cette... faire cette équation, une équation de réussite. Je pense que Didier va dire oui, mais vous, Olivier, vous pensez aussi que c'est le département? Oui, pour des raisons techniques, c'était dit, pour des raisons pratiques, techniques, liées mais aussi pour des raisons d'acceptabilité. Le développement des ENR, le fait de redévelopper dans les départements ou sur le territoire des lieux de production d'énergie, quelles qu'elles soient, on voit les problèmes d'acceptabilité, on l'a vu avec les éoliennes. Et si les éoliennes, dans ma région de France, créent un tel blocage, c'est parce qu'en fait, elles ne sont pas été concertées avec les élus ou avec les partis. Elles sont arrivées avec des grands développeurs, souvent des fonds de pension derrière, qui avaient une vision on place, mais il n'y a jamais eu de contact avec les gens, déjà d'expliquer le pourquoi du comment. Donc là, voilà, plus on le fait proche, les gens se connaissent, les élus, le monde agricole, les énergéticiens viennent aussi, et voilà, le préfet et l'échange. Et puis on comprend bien que ces projets, ils sont vraiment intéressants pour le territoire. Ils sont intéressants pour produire de l'énergie, mais ils sont assez intéressants pour le territoire. Son agriculture, mais pas que son agriculture. Donc plus on garde ce côté décision départementale, plus on aura de facilité justement à développer la filière. Alors avec le GUFA, justement, comment vous avez intégré la compensation collective? Parce que c'est aussi une façon de répartir. Alors nous, dans le GUFA, tout arrive, la compensation collective, éviter, réduire, compenser va dedans, plus les abonnements, l'argent que donnent les développeurs. Et nous, on l'a mis dedans. Et après, on le répartit. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Je prends 3 exemples. On a commencé, nous, dans la Nièvre, puisque la Chambre d'agriculture avait un petit peu d'argent, d'abonder, nous, personnellement, la Chambre d'agriculture, même si c'est complètement indépendant, dans le GUFA. Ça a permis d'aider 3 projets collectifs qui étaient en place dans le département. Alors le premier, c'est l'abattoir de Cône, qui est en train de se restructurer complètement, puisqu'on est en train de modifier l'abattoir, de refaire un abattoir complet avec un atelier de découpe. D'aller sauver aussi un deuxième abattoir qui était celui de Corbigny, qui était un peu en souffrance. Et ça a permis aussi, il y avait un troisième événement qui allait se produire. Enfin, c'était un magasin de producteurs dans le centre nivernais, qui s'appelle La Fermille, qui a permis à 7 agriculteurs de se grouper et de faire un magasin de producteurs avec un atelier de découpe qui rayonne maintenant, qui fonctionne bien. Donc on a abondé avec ces capitaux qui arrivaient pour aider au moins ces 3 premiers projets. Ça veut dire qu'il y a une philosophie collective dans tous ces projets. Nous, c'était collectif. Alors on est
je vous dis, c'était la philosophie du départ qui restera toujours collective, parce qu'après, on l'a voulu plutôt collective, nous, au niveau du territoire, c'est-à-dire de la Comcom. Mais il ne faut pas non plus, maintenant, je vois bien, j'ai un peu analysé depuis 2-3 ans qu'on fait ça complètement. Collectif, ça peut être aussi l'ensemble du département. Quand on prend un abattoir, c'est collectif pour le territoire complet du département, pas forcément sur un secteur, sur une collectivité. Mais voilà, et le fait d'avoir rencontré des collectivités, de les avoir imprégnées, ça a bien permis, ils ont compris tout de suite qu'ils avaient besoin sur des territoires. La Nièvre est un territoire très rural, donc s'il n'y a plus d'agriculture, s'il n'y a plus de transformation, et on souffre de ça, de faire des outils de transformation. Alors, sur le dernier appel d'offres qu'on a fait, on a demandé, toujours collectivement, on a fait un appel d'offres pour pouvoir développer des ponts bascules collectifs pour les céréaliers. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, il y a un pont bascule qui va se remettre pour 7 ou 8, dans un rayon de 7-8 km, qui va permettre aux agriculteurs de pouvoir peser leurs marchandises, enfin d'expédier leurs céréales. C'est une sacrée opportunité de pouvoir financer comme ça des... Oui, mais tout à fait. C'était l'idée qu'on en avait du début, c'était de pouvoir récupérer de l'argent et le redonner au territoire. Ce sont tous ces projets d'initiative collective qui aujourd'hui doivent être au cœur du sujet du partage de la valeur. Donc c'est 3 bons exemples effectivement de projets qui sont financés par le biais des énergies renouvelables. Et vous avez écrit une charte, vous, mais il y a déjà 3 ans. Tout à fait, il y a 3 ans en fait, comme il n'y avait pas encore la loi APER, donc on a été assez précurseurs sur le sujet, et donc on a voulu mettre une doctrine, une charte qui nous permette de pouvoir présenter les règles d'éligibilité des projets. Aujourd'hui, on a mis à jour, on a profité du Salon de l'Agriculture pour mettre à jour notre charte Agrinoé, qui était déjà dans les clous de la loi APER. Donc en fait, ça ne nous a pas bousculé dans notre stratégie de développement. Donc je pense que c'est important de mettre sur papier justement des principes, mais garder ces principes ouverts pour pouvoir en fait après être à l'écoute des territoires et l'adapter en fonction de chacun. Il faut être simple, adaptable, et certainement c'est le territoire qui doit être le bon ensemble. Tout à fait, les projets agrivoltaïques ne doivent pas être déconnectés de leur territoire, et le cadre législatif qui régit au niveau national ne doit pas être trop restrictif. Bon, Anthony Haddad, Olivier Dauger et puis aussi Didier Guyon, merci beaucoup d'être venu ici en direct donc sur le Salon de l'Agriculture pour débattre de cette question, et merci à vous.